Bonsoir, bonjour. Ahmed, est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends parfaitement, Marie-Lise. Merci. Alors, je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence gratuite offerte qui devait avoir lieu sur YouTube et qui finalement, dû à ma relation karmique avec YouTube et mes conférences gratuites, on est obligé de remettre ça sur une plateforme et merci vraiment d'avoir cette souplesse de vous joindre à travers la plateforme. Je veux aussi vous informer que je suis en live avec vous et je suis dans une salle de cours où mes élèves de deuxième année en formation MLC ont décidé de vivre ce live avec moi. Et je suis pas habituée d'être accompagnée, donc je vous salue. Merci beaucoup d'être là. C'est super. Donc, si vous entendez si vous entendez des bruits un peu spéciaux, ne pas vous inquiéter. Ce sont mes élèves en formation qui sont là avec moi. Alors, c'est tout un thème, hein, quelle est ma raison de vivre? C'est un thème qui est assez profond et qui va toucher 3 conférences webinaires qui vont se donner à partir du 24 mai jusqu'au mois de juin, à chaque semaine. Et j'aimerais, premièrement, vous remercier de la confiance que vous me portez, de recevoir cette conférence. Et il faut croire que par votre intérêt, car il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits, il faut croire que ça touche autant en moi, évidemment, puisque je la partage avec vous, mais en vous, ce thème qui est quelle est ma raison de vivre, quel est le sens profond de ma vie, quel est mon essentiel, et est-ce que je peux me rapprocher de ma raison de vivre si je m'en suis éloignée. Alors, la rencontre de aujourd'hui va durer à peu près 40-45 minutes. Étant donné le nombre nombreux de participants et comme c'est une conférence gratuite, il n'y aura pas de temps de questions. Mais si vous avez une urgence de questions, Ahmed, qui est mon collaborateur, va peut-être pouvoir nommer ces questions à la fin de la rencontre. Merci. Alors, j'aimerais poursuivre par un texte écrit par un de mes amis qui m'a beaucoup touchée et je trouve que ça touche évidemment notre thème de cette rencontre. Savoir prendre le recul nécessaire pour élargir la vision que l'on se fait de ce monde est important. Savoir faire le premier pas pour découvrir un idéal de vie est essentiel. Même si chacun a le droit d'œuvrer pour ce qu'il espère, pourvu que notre raison d'être finisse par apporter plus d'amour et de paix sur cette terre. Alors, c'est un texte inédit de M. Rennes. Je le remercie parce que je trouve ça magnifique et je trouve que c'est une très belle façon d'introduire notre rencontre. Il est évident que dans notre société maintenant, la plupart des gens sont beaucoup menés par une quête de bonheur, dans une recherche vers leur vie, de leur vie à l'extérieur d'eux-mêmes. C'est ce dont je parlais justement avec mes élèves aujourd'hui, de se perdre toujours à trouver à l'extérieur de soi, par exemple, une raison de vivre, quelque chose qui pourrait nourrir en soi une sensation de bonheur éphémère. Et cette quête qui nous amène à l'extérieur de nous, dans notre société de maintenant, et malheureusement nous sépare de quelque chose d'essentiel que nous avions à la naissance et duquel il se peut que nous nous en sommes séparés. Alors, revenir vers son monde, le monde à l'intérieur de soi, son monde intérieur, est important pour justement prendre le temps de questionner quelle est maintenant ma raison de vivre. Parce qu'évidemment, notre raison de vivre, le sens de notre vie peut évoluer,
de la petite enfance jusqu'à la vie adulte, à travers les crises existentielles que nous pouvons vivre, les âges charnières de la vingtaine, de la trentaine, quarantaine, cinquantaine, etc., ou par les épreuves que l'on connaît dans une vie qui nous remettent en question notre raison de vivre. Quel est le sens que l'on donnait à notre vie? Quel est le sens que l'on donne maintenant à notre vie? Alors, je me souviens de quand j'avais 10 ans, à peu près, ma raison de vivre était de faire plaisir à mes parents, était de m'assurer d'avoir l'amour et la reconnaissance de mes parents. Alors évidemment, le jour où j'ai raté un examen majeur pour mes parents, pour que je puisse entrer dans un couvent très coté à Montréal, et j'ai raté l'examen d'entrée, j'ai vraiment pensé que j'allais mourir. Parce que je venais dans ma conscience de cette jeune fille de 10 ans, de perdre la reconnaissance de mes parents et par le fait même, dans une équation très facile d'enfant, de perdre leur amour et de perdre ma raison de vivre. Alors ça a été entre autres un choc dont je m'en souviendrai toute ma vie. Et je suis entrée dans une forme de dépression qui a passé évidemment inaperçue, mais que moi je sentais bien, qu'on appelle une dépression infantile, parce que j'étais complètement perdue. J'avais perdu justement toute mon intention de vie venait d'être jetée à la poubelle à quelque part par un examen ridicule, excusez-moi, ridicule. Mais donc, moi, j'avais mis toute mon énergie pour le réussir. Alors, si je vous donne cet exemple, c'est que à 8 ou 10 ans, l'enfant a une raison de vivre qui est tout à fait naturelle dans avoir l'amour de ses parents, s'assurer qu'il a l'amour de ses parents, ou pour certains enfants, s'assurer qu'ils vont fuir un jour le milieu familial parce qu'il est profondément toxique. Donc, c'est à nous, même enfants, on se donne des raisons de vivre pour nous permettre de survivre à un milieu familial qui est plus ou moins sain. Mais par contre, à l'âge de 20 ans, la raison de vivre, il se peut que ce soit encore la même, que l'importance, et je reprends encore mon exemple personnel, l'importance était de faire toujours plaisir à mes parents, de rentrer à l'université à l'âge de 18 ans, de faire mes études, de faire la maîtrise, comme une bonne fille. Et c'était ma raison de vivre. Donc, imaginez, c'est sûr que maintenant, les jeunes de 20 ans ont peut-être d'autres raisons de vivre que celle-là, mais je vous parle de plusieurs années antérieurement, où j'étais encore complètement dans une dépendance affective de mes parents et ma raison de vivre était extérieure à moi-même et elle était projetée dans mes parents qui, eux, nourrissaient cette raison de vivre en disant « oui, tu fais bien les choses, puis tu vas rencontrer un mari et tu vas avoir des enfants ». Donc, c'est comme s'ils programmaient inconsciemment une continuité de raison de vivre pour moi, mais toujours à l'extérieur de moi-même. Alors, je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. Si le moindrement vous vous questionnez, quelle était votre raison de vivre à 17 ans, à 10 ans, quelle était votre raison de vivre à 20 ans, vous allez peut-être rencontrer que votre raison de vivre était basée sur le monde à l'extérieur de vous plutôt que sur vos propres valeurs, votre essentiel. Alors, la question de la raison de vivre évolue dans les âges charnières, mais elle évolue aussi, comme je viens de le dire, par des épreuves que la vie nous amène pour nous questionner, pour des épreuves que notre âme vit aussi, qui nous ramènent à
Mais peut-être si tu t'occupais de ton essentiel, plutôt que d'essayer constamment de vivre, d'être aimé dans le regard des autres à l'extérieur de toi. Alors c'est là que la raison de vivre évolue, peut-être. Il se peut qu'elle n'évolue pas non plus. Et je vous le dis, c'est assez rare que les gens vont prendre le temps de questionner leur raison de vivre, à moins d'avoir rencontré des événements qui viennent secouer, mais qu'est-ce que je fais, moi, de ma vie? Qu'est-ce que je fais de mon existence? Souvent, c'est des événements qui peuvent amener une déception. Par exemple, je sais pas, un couple, deux êtres se rencontrent, débutent une relation de couple. Ils sont encore dans la programmation familiale, sociale, culturelle, dans le mariage, pour la vie. Pour la vie. Puis qu'à un moment donné, ces êtres se séparent. Donc, par le fait même, leur raison de vivre ensemble, dans un couple, dans une construction, va s'effriter. Et idéalement, chacun devrait prendre un temps de recul, comme le dit si bien MREM, prendre un temps de recul pour contempler, maintenant que ma vie est en transformation, et même si je ne voulais pas cette séparation, elle se manifeste. Maintenant que ma vie est en transformation, quelle est ma raison de vivre? Attention, le danger, c'est de vouloir répondre immédiatement. Alors, combien de couples j'ai rencontrés ou combien de gens que j'ai rencontrés qui ont connu des événements chocs, la perte d'un emploi, la perte d'un être cher, la perte, entre autres, d'un enfant, et tout le système autour d'eux va les inviter à, ben là, il faut que tu te redresses, il faut que tu sois une battante, un battant, et que tu retournes dans la vie en te battant et retrouver un sens à ta vie. Pourquoi est-ce que le système réagit ainsi? Qu'est-ce qui fait que le système réagit ainsi? C'est que finalement, c'est très menaçant que des gens, pour le système, de voir une ou deux ou trois individus qui sont flottants dans leur raison de vivre. Parce que notre société, je vous le répète, est le conditionnement familial nourri par la société, conditionnement transgénérationnel, c'est que se questionner sur sa raison de vivre, ça se fait pas. Hein? Tes parents t'ont mis au monde, sois heureux d'être au monde, remercie et vas-y. Vis ta vie. Excusez-moi, la vie est un petit peu plus inspirante que ça. Alors, quand ce questionnement vient, c'est un exemple que je prends souvent avec mes élèves qui sont ici présents, si vous vous rendez dans un cocktail, et les gens vous disent, ben, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Ben, en ce moment, je me questionne sur ma raison de vivre. Donc, évidemment que les gens vont vous regarder. Bon, ceux qui sont déjà questionnés vont dire, je te comprends. Mais tout bas, parce que faut pas trop en parler. C'est menaçant pour le système autour de nous. Alors, c'est important de se questionner. Parce que finalement, en évoluant en âge, cette question essentielle devient de plus en plus importante. Vous avez mis votre raison de vivre sur vos enfants, ils vous quittent. Parce qu'ils grandissent et Dieu merci, ils vont voler de leurs propres ailes. Alors, wow, là, vous devez déplacer votre point de fixation qui était « Mes enfants sont ma raison de vivre » et vous ne vous êtes pas questionné pendant 20 ans. Alors, le réveil est brutal. La même chose pour un couple qui va connaître la naissance d'un enfant. Mais l'enfant naît avec une malformation. Oh, horreur!
Ma raison de vivre était de mettre au monde un bébé et de le suivre. Mais ce bébé n'est plus parfait. Oups, je me questionne. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que dans notre vie est remplie d'imperfections. Et il se peut que vous ne vouliez pas les voir, ni les entendre, ni en parler. Et donc, vous refoulez à l'intérieur de vous ce qui vous questionne, qui est inconfortable pour votre ego, votre personnalité construite. Et ça vient chercher en vous des dimensions de il faut que j'aie l'air comme tout le monde, il faut que je sois dans le paraître, que tout va bien, quand à l'intérieur de vous, il y a des gouffres, il y a des vides. Et quelquefois, la survie, survivre à un événement, devient malheureusement une raison de vivre. Alors je dis malheureusement, c'est pas que je porte un jugement, sauf que je sais les dégâts que cela sème dans la vie de quelqu'un quand, à partir d'un événement traumatisant, la raison de vivre devient la survie. La raison de vivre devient me soigner, pas me guérir, me soigner, la survie. La raison de vivre devient de vivre avec cette douleur ou de vivre avec une compulsion, de vivre avec un désespoir, devient ma raison de vivre. Alors évidemment que c'est pénible parce que la survie nous épuise. Et au fur et à mesure de cette survie, la raison de vivre commence à être lourde. Quand à l'opposé, être en présence du sens profond de sa vie est une passion, est nourrir à l'intérieur de nous une passion de ce que vous vivez. Nous sommes venus sur cette terre en tant qu'âme, nous sommes incarnés et nous avons débuté notre vie avec les parents qui nous ont bien voulu, enfin, vouloir consciemment ou peu, importe, nous mettre au monde. Alors, si mon âme s'incarne sur la planète Terre, où c'est pas toujours gai la planète Terre, avec ma dimension vraiment humaine et ma dimension divine, c'est qu'il y a un sens profond à mon incarnation. Il y a un sens profond à mon incarnation. Alors, c'est sûr que si vous demandez ça à un bébé d'1 an, quel est le sens profond de ton incarnation? Je pense pas que vous allez avoir une réponse directe. Peut-être une réponse télépathique, mais pas une réponse directe. Parce que quand l'enfant naît, il est collé à son âme, il est collé à aussi survivre et collé à ses parents pour justement que ses parents répondent aux besoins fondamentaux de l'enfant. Il est comme un petit animal quand même habité d'une âme. Alors c'est pas le moment de lui dire quelle est ta raison de vivre. N'empêche que c'est prouvé scientifiquement que des enfants vont s'accrocher à quelque chose, un animal, un lieu, une poupée, un doudou, peu importe, ça devient leur objet de résilience, c'est le terme de Boris Cyrulnik, et avec cet objet de résilience, l'enfant, non pas avec une pensée logique, parce que l'enfant de 3 ans ne l'a pas encore nécessairement développé, mais il s'accroche à son petit chien ou il s'accroche à son chat. C'est sa raison de vivre. Alors, ce sont des survivants, ces enfants. Ce sont des battants. Ils ont connu des choses difficiles, mais ils ont réussi à lancer leur ancre dans l'univers autour d'eux et trouver un sens à leur existence. D'où les crises que les enfants peuvent vivre quand on leur dit « ça suffit le doudou, ça suffit la suce »
et on les pousse dans un niveau de frustration pour grandir. Alors, l'enfant va trouver une autre raison de vivre et habituellement, il la projette beaucoup, beaucoup sur ses frères et sœurs, sur ses petits amis à l'école, sur ses mentors ou sur ses parents. Mais quand on évolue en âge, que l'autre soit notre raison de vivre, ça devient un petit peu plus difficile à vivre. Donc, vous allez retrouver ça dans les relations de dépendance affective, dans les relations fusionnelles. Ma raison de vivre, le sens de ma vie, c'est mon conjoint, c'est ma conjointe. Sans mon conjoint et ma conjointe, vraiment, j'ai cette impression que je vais mourir. Ce n'est pas mal. C'est tout à fait naturel d'en devenir autonome sur notre chemin de vie, de passer par la case où ma raison de vivre est déposée dans les mains, dans les bras, dans le cœur de quelqu'un d'autre. Imaginez la responsabilité de cet adulte avec qui vous êtes et en qui vous avez déposé le sens de votre vie. Le sens de votre vie, c'est l'autre. C'est très lourd aussi à accepter. Et vous vous retrouvez dans ces relations de victimes, persécuteurs, sauveurs, où vous êtes à nouveau dans cette forme d'enfermement, de conditionnement, où vous êtes toujours à l'extérieur de vous-même. Alors, qu'est-ce qui est important? Comment pouvons-nous contempler notre raison de vivre? Il y a des gens qui osent même pas se poser la question. Ils attendent tout simplement qu'une brique leur tombe sur la tête. Et là, ils sont secoués, confus, perdus, et ils viennent de perdre leur raison de vivre. Mais cette raison de vivre est inconsciente. Eux vivaient leur vie ainsi, et je vis ma vie, à la grâce de Dieu. Mais la vie sait très bien nous guider vers ce que nous avons à guérir. Nous guider, nous ramener à l'essentiel de notre vie. Je le répète, nous ramener à l'essentiel de notre vie. Alors, quelle est ma raison de vivre? Est-ce que je peux oser me poser cette question? Oui, cette question va venir quand je vais avoir cette impression de l'avoir perdue. Quand j'ai des événements majeurs, séparation, divorce, perte d'emploi, où j'avais misé toute ma vie et soudainement je suis mise à la porte, wow! Où est-ce que je vais exister? Je rentre dans la retraite. Qu'est-ce qui est important maintenant pour moi? Quel est mon essentiel? Alors, c'est tout un chemin vers soi. Et ce chemin, nous ne l'avons pas étudié à l'école. Il n'y a pas de manuel qui dise, bon, tu commences par A, puis tu t'en vas vers B, puis après ça, ça va être C. Ne saute pas d'étape, et ainsi de suite. Alors, il est évident qu'après un choc, un traumatisme, un accident d'auto, vous devenez soudainement invalide, handicapé pour 6 mois, 1 an, et peut-être pour toute votre vie, transformation totale. Il y a un temps de latence, de flottement dans le temps linéaire terrestre. Et ce temps de flottement, beaucoup de gens ne veulent pas le vivre. Devinez pourquoi? Parce que c'est inconfortable. C'est pas « Ah, youpi, j'ai perdu ma raison de vivre. » Oh, je n'ai plus de sens à ma vie. J'ai soudainement une perte de sens. Et croyez-moi, ce n'est pas évident à vivre. Alors, dans cette perte de sens, il y a une partie en moi qui coule. Celle qui a vraiment perdu
le sens construit qu'elle s'était construite dans sa vie et qui vient de perdre le sens à cause d'un décès, séparation, plein de facteurs, la chute, la descente. Attention, ce n'est pas tout de vous qui descendez. C'est une partie de vous. Mais quelquefois, elle est tellement forte qu'elle vous attire et vous avez l'impression que vous chutez vers une zone très inconfortable. Et cette zone ressemble à mourir. Je suis en train de mourir. Face à cette chute, évidemment, il y a une dépression. Attention, c'est pas le mot dépression comme vous l'entendez. Le système nerveux central aussi descend. Hein? D'où l'importance, après des événements majeurs, de vraiment vérifier, faire des tests de sang, sa santé, est-ce que les minéraux sont en équilibre, est-ce que mes hormones sont en équilibre, etc., etc. Parce que cette chute, cette perte de sens, le corps, la vie aussi. Et c'est une étape de vulnérabilité, de fragilité, où on peut attraper, notre système immunitaire aussi est en chute. Alors, face à cette descente, il y a des gens, les battants, les survivants, la survie, ils vont se redresser. Yes! Il faut que je continue. Donc, je vais me trouver une autre raison de vivre. Et là, ils vont chercher autour d'eux quelle serait ma prochaine raison de vivre. Et non seulement ces gens-là vont le vivre, et croyez-moi, j'en ai rencontré beaucoup dans ma pratique, les gens autour d'eux, le système va dire, allez là, ça fait 1 an là, que ton mari est mort, secoue-toi, allez, va trouver un autre homme. Ah ben, merci beaucoup. Et il y a des veufs qui vont trouver immédiatement une autre femme, parce qu'ils sont incapables de vivre seuls, d'assumer leur solitude. Alors ça, je donne un exemple au niveau de couple, mais vous le retrouvez à tous les plans. Donc, ces gens qui sont face à ce flottement, à cette forme de « wow, je n'ai plus de vrai sens à ma vie », au lieu d'attendre, vont aller s'en chercher un. Comme s'ils allaient au magasin, à la boutique, s'acheter un vêtement, le revêtir et dire « ça y est, j'ai trouvé un sens à ma vie ». Croyez-moi, ça ne va pas durer longtemps. Parce que c'est un sens construit, qui n'est pas en accord avec l'espace où la personne est toujours en chute. Elle est toujours en « je me questionne, je n'ai plus vraiment de sens à ma vie ». Et c'est évident que ça demande une force intérieure, même si les événements nous ont vulnérabilisés, pour retrouver de l'intérieur de soi un sens pour soi, pas pour faire plaisir aux autres, pas pour dire ah, je vais mieux, hein, je vais mieux. Non, parce que ça c'est une illusion. Et je respecte les gens qui vont vite se trouver un autre sens. Je les respecte. Dans mon expérience et dans ma pratique, c'est quelque chose qui repose sur du sable mouvant. Ce n'est pas une construction solide à l'intérieur de soi. Alors, quel est le sens de ma vie? Avez-vous connu des événements majeurs qui vous ont remis en question dans votre existence? Est-ce que vous vous êtes permise cette remise en question de vous-même? Donc, prenez quelques secondes pour descendre en vous et au lieu de vous chercher immédiatement une béquille, de contempler, est-ce que je suis vers le chemin de retrouver un sens? Donc là, je vous ai dit que je parlerais de ma vie personnelle dans cette conférence. Ça fait toujours du bien d'entendre que, évidemment, si je vous en parle, c'est que moi-même, ça m'est arrivé quelquefois de perdre le sens de ma vie. Alors, évidemment, après cet âge de 8 ans ou 10 ans,
plus tard dans ma vie, avec la maladie que j'ai eue, j'ai perdu le sens de ma vie. Donc, bon, il y avait l'université, donc je me suis dit, je me rends jusqu'au bout, même s'il faut que je me rende en chaise roulante. Donc, je me suis accrochée, c'est le cas de le dire, et j'ai traversé mes 4 années universitaires. J'ai eu mon diplôme de maîtrise et après, j'avais toujours pas répondu à ma question. Et je me suis retrouvée dans le vide total, mais c'est le temps de me trouver un emploi, hein, en tant qu'orthophoniste. Donc oui, allez, on repart. Avec des béquilles, on se trouve un emploi. La maladie m'ayant atteint, évidemment, partout. Donc, je suis sortie de ça, je me suis guérie, et voilà. Après, il y a eu la perte de mon mari, de façon violente, du jour au lendemain, en quelques secondes même, et voilà. Donc là, cette fois-là, je me suis dit, non, je ne vais plus chercher un faux sens à ma vie. Parce que j'avais la maturité, la force intérieure pour affronter le non-sens. Parce que c'est quelque chose de dire, ce que je vis, ça fait aucun sens. Pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre? Hein? Et ainsi de suite. Sauf que vivre en présence du non-sens, c'est quelque chose à vivre. Mais c'est en même temps un état de grâce. Et ça, un jour, je vous donnerai une conférence gratuite sur l'horreur et la grâce qui se côtoient toujours, comme la vie et la mort. Alors, je me permettais tous les matins en me levant de prendre conscience que je n'avais plus de sens à ma vie parce que ma vie était basée sur une relation de couple créatrice, de projet, etc. Du jour au lendemain, tout s'arrête. Et je n'avais pas l'énergie de poursuivre les projets. Au contraire, j'ai délégué ce qui était très sain. Prendre le temps, j'ai continué à travailler évidemment, à partager avec les gens, prendre le temps de me retrouver. Ça m'a pris 2 ans. 2 ans où je n'avais plus de sens. En même temps, c'était pas un état, oui, au début, c'était désagréable, évidemment, mais petit à petit, ce n'était plus un état désagréable parce que c'était un état d'ouverture. D'ouverture. Et j'ai pris conscience que l'amour était le sens profond de mon incarnation. Wow, vous allez dire, c'est facile. J'aimerais bien vous y voir. L'amour, mais l'amour, pas être aimé, pas aimer, non, l'amour, dans un sens très très vaste. C'est là où je vous dis, j'étais dans un état de grâce, avec pas de sens. Et j'ai écrit un livre là-dessus, hein, Le point de rupture, publié chez Albin Michel. Donc, à un moment donné, je savais que de mes profondeurs reviendrait le vrai sens de ma vie, qui fut l'amour. Mais pendant un temps, je ne savais pas. Mais je prenais la chance, je risquais de ne jamais plus retrouver le sens de ma vie. De toute façon, c'est ça, c'est prendre le risque de vivre avec un non-sens et non pas avec une raison de vivre, qui était encore basée sur des influences extérieures. Alors, j'ai trouvé que le test de la vie était pas mal intense avec moi. Je me suis dit, il doit bien y avoir une raison que j'ai à vivre ça. Et c'est là où, petit à petit, ce sens s'est rebâti de moi vers l'extérieur. Et la raison de vivre était de continuer ma vie, non pas comme une victime, comme vraiment vivant ma vie dans l'amour et partager cet amour avec un autre homme éventuellement et avec tous les êtres autour de moi. Donc, ça allait même très bien. Et à un moment donné, je perds mon ami Guy Corneau.
boum, encore une fois, parce que c'était quelqu'un de très, très près de moi depuis des années, et avec qui nous partagions des projets. Et il est parti comme ça. Alors là, évidemment, quand moi, je me suis dit, ça y est, je recommence, encore une fois. Oui, j'ai perdu le sens. Et j'étais surprise. Je ne m'attendais pas que le départ de Guy m'amène à ce niveau de j'ai perdu le sens de ma vie. Aussi simplement que ça. Mais comme j'étais habituée comme expérience, elle fut douloureuse, mais elle fut moins longue. Un mois. Un mois où je me levais le matin, je me disais, vraiment, Guy, merci beaucoup de m'avoir laissé tomber. Et là, je parlais à Dieu, je disais, là, Dieu, ça suffit. Ça en fait déjà pas mal dans ma vie, merci beaucoup. Et je riais tout en pleurant parce que je savais qu'à nouveau, ça m'était donné à nouveau de retrouver une raison de vivre. Et cette raison de vivre est revenue au bout d'un mois, de par moi-même, pas par les gens. Les gens disaient, ah, au moins toi, tu es vivante. Toi, tu vas poursuivre l'œuvre. Merci beaucoup. Mais j'aimerais bien le sentir en dedans de moi et non pas juste par des retours. J'ai reçu beaucoup, beaucoup d'amour. La même chose quand mon mari est mort. Alors, vous voyez que si je veux vraiment retrouver le sens profond de ma vie, je ne peux pas passer de sens construit à sens construit. Je m'y perds. Et c'est très important de se questionner à savoir où est-ce que j'en suis, quelle est ma position, quel est l'âge que j'ai, où est-ce que j'en suis. Mes enfants vont bientôt partir, quel est le sens de ma vie? Je sais pas moi, peut-être que demain, la personne avec qui je suis va mourir. Quel sera le sens de ma vie? Donc, revenir à soi, bienveillance, amour, contemplation, connaissance de soi, aide énormément à se maintenir dans l'essentiel de notre vie. Les autres sont là autour de nous pour nourrir. Des échanges. Mais les autres sont pas là autour de nous pour nous donner un sens à notre vie. Si tel est le cas, juste reconnaître que vous êtes dans une dépendance affective. Je peux retrouver le sens de ma vie et être entourée d'êtres chers et être dans de la bienveillance, être dans un travail que j'aime sans m'épuiser. Mais si mon travail est le sens de ma vie, ben je risque d'en mourir ou je risque de me claquer une crise cardiaque à la retraite. Alors, je sais que c'est des questions fortes, c'est une question forte et c'est important de se la poser. Ne pas avoir peur de prendre un temps d'arrêt plutôt que de vivre sa vie comme un automate. Je vis ma vie, la vie me vit, je vis ma vie, la vie me vit et je continue sur un chemin de plus en plus rapide. Parce que pour se fuir notre raison de vivre profonde, c'est d'être dispersé dans de multiples activités qui nous éloignent de nous-mêmes, d'un temps d'introspection, d'un temps de solitude si nécessaire. Et évidemment, cette question essentielle vient en nous, par exemple, quand nous perdons nos parents. Oh, on a l'impression qu'ils vont être éternels. Comme j'avais l'impression aussi que mon père allait être éternel, que ma mère aussi, moins parce que je la connaissais très bien, mais je veux dire que mon mari est éternel. Alors, évidemment, quand ces êtres-là disparaissent, tu te dis, oups, ah, ça, c'est l'expérience de la vie. Côtoyer la mort, côtoyer la perte.
Est-ce que côtoyer une perte m'enlève un sens à ma vie? Il se peut que oui. Mais de se permettre de le vivre, c'est énorme. C'est vous permettre un temps de vulnérabilité, c'est cesser de courir, c'est revenir à la maison, à l'écoute de votre profondeur et avoir confiance que la partie sage de vous, la partie intuitive, sait quel est le sens profond de votre existence. Évidemment, on pourrait dire, c'est facile, on est venu sur Terre pour aimer. Voilà. Être aimé, aimer, partager. Mais quelle est ma nuance? Quelle est ma nuance dans ce partage? Voilà, je crois que pour l'instant, c'est bon. Je vous ai amené dans beaucoup de questionnements. Je vous invite à prendre le temps de répondre à ces questions à l'intérieur de vous. Est-ce que je suis dans ma vie, dans le sens profond de ma vie, ou est-ce que je suis dans un sens construit? Construit par ma famille, mon milieu, la société, ma culture, par l'inconscient collectif aussi, ou est-ce que j'ai repris la responsabilité de ma vie? Et c'est là, comme le disait Emren, qui disait, pourvu que notre raison d'être finisse par apporter plus d'amour et de paix sur cette terre. Ce qui signifie d'avoir trouvé vraiment le sens de sa vie et d'être dans le mandat de son âme. Je vous y invite profondément. Donc, si vous voulez aller beaucoup plus loin avec moi dans ces 3 petites conférences qui viennent, n'hésitez pas à venir me rejoindre et à me poser des questions. Merci beaucoup. Je remercie les gens autour de moi de leur soutien. Ahmed? Oui, Marie-Lise. Est-ce que ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Toujours un plaisir. Merci. Est-ce qu'il y a des questions qui sont comme essentielles? Alors, nous n'avons pas de questions pour cette édition. Donc, rendez-vous pendant les conférences à venir pour peut-être approfondir un peu plus le sujet. Merci beaucoup. Et cette conférence va être mise en rediffusion sur YouTube. Excusez-moi. Merci, à bientôt. Bye. Merci beaucoup.